Dans une gare routière déserte, une femme enceinte affrontait la pluie et l'abandon. Une voiture de luxe s'arrêta devant elle, et le chauffeur dit seulement 3 mots. « Monte dans la voiture ». Ce qui avait commencé comme un geste d'aide devint quelque chose qu'aucun des deux ne savait nommer. Et lorsque les fantômes du passé vinrent réclamer des réponses, tout pouvait s'effondrer ou se transformer à jamais. Si cette belle histoire d'amour et de dépassement de soi vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez en continuant. La pluie tombait finement, mais avec insistance, s'obstinant à mouiller le peu qui restait de son espoir. Elle, Sophie Beaumont, tentait en vain de se protéger avec un mouchoir mouillé, un morceau de tissu inutile au milieu de tant de détresse. Sa valise, une piètre imitation de bagage, était déchirée, les roulettes cassées, trempées jusqu'à l'âme, tout comme elle. À l'intérieur, un univers de misère, seulement des vêtements usés, un paquet de biscuits ramollis et, le plus précieux et douloureux, une image froissée d'échographie. Le banc de la gare routière, froid et inconfortable, lui faisait mal comme une punition, chaque fibre de métal semblant transpercer son âme déjà épuisée. Elle était enceinte, sans direction, sans famille sur qui compter, sans le moindre espoir. La vie qui auparavant semblait une promesse n'était maintenant qu'une impasse. La voix métallique du haut-parleur, coupant le bourdonnement de la gare, annonçait des destinations qui semblaient inaccessibles, écho d'une vie qu'elle n'avait pas. Embarquement, quai 2 pour Paris. Embarquement, quai 3 pour Lyon. Aucun n'était pour elle, aucun ne l'attendait. Elle n'était qu'une silhouette perdue au milieu des va-et-vient pressés d'étrangers, chacun avec sa destination tracée, tandis que la sienne se défaisait en gouttes de pluie. Le père du bébé, Pierre Moreau, s'était évaporé comme de la fumée dans le vent dès que la nouvelle de la grossesse était parvenue à ses oreilles. Juste un billet, froid et lâche, laissé sur la table de la cuisine, scellant le destin de 3 vies. Aucun appel après cela, aucun remords, seulement le silence assourdissant de l'absence. La famille, distante et noyée dans ses propres problèmes, ne pouvait pas ou ne voulait pas aider. Les excuses étaient toujours les mêmes, un mur infranchissable d'indifférence. Elle pensait dormir là même, sur le banc dur, faire semblant que ce n'était que pour une nuit, que l'aube apporterait une solution magique. Mais elle savait que le danger ne dormait pas, que la nuit de la gare était un abîme d'incertitude pour une femme seule et enceinte. La peur était un nœud dans sa gorge, se resserrant à chaque minute qui passait. C'est alors que la voiture s'arrêta, noire, brillante, coûteuse, un luxe qui contrastait brutalement avec ce décor de désolation. La vitre teintée descendit lentement, comme un rideau s'ouvrant sur une scène inconnue, révélant un visage froid mais attentif. Les yeux, sombres et pénétrants, la fixèrent avec une intensité qui lui coupa le souffle. La voix vint directe, grave, sans détour, coupant l'air humide. « Entre dans la voiture !» Elle hésita. L'homme semblait trop sérieux, trop élégant, trop inaccessible pour être réel. Qui était-il? Que voulait-il? Son cœur s'emballa, un mélange de peur et d'une infime étincelle de curiosité. Mais il insista, la voix maintenant un peu plus douce, mais toujours ferme. Il dit son nom, révéla son poste, un nom important, une entreprise connue, jura qu'il n'était pas un criminel. Il voulait juste aider. L'instinct maternel, un murmure puissant au milieu du chaos, parla plus fort que la peur. Ce bébé, encore un secret dans son ventre, avait besoin d'un avenir. Elle n'avait plus rien à perdre. Avec un soupir tremblant, elle ouvrit la porte et entra. À l'intérieur de la voiture, l'odeur du cuir neuf se mêlait à un parfum coûteux, une fragrance sophistiquée qui semblait appartenir à un autre monde. Il conduisait calmement, les mains fermes sur le volant, sans parler beaucoup. Juste un silence confortable qui remplissait l'espace entre eux. Il l'emmena dans un hôtel de luxe, un endroit qu'elle ne connaissait que par les films, et lui donna une chambre, un sanctuaire de paix et de confort. Il commanda de la nourriture, acheta de nouveaux vêtements, doux et parfumés. Il dit qu'elle avait besoin de se reposer, de prendre un bain chaud, de bien manger. Il ne demanda rien en retour, aucune explication, aucune promesse. Il offrit simplement une structure, un port sûr inattendu au milieu de la tempête. Le lendemain, il organisa un rendez-vous avec un médecin privé. Dans le cabinet, tandis que l'appareil d'échographie glissait sur son ventre, elle entendit le cœur du bébé, un son fort et rythmique, et pleura à nouveau. Mais, pour la première fois en des semaines, ce n'était pas de désespoir, mais plutôt d'un soulagement écrasant, une vague d'espoir qui l'inonda complètement. Après le cabinet, il l'emmena voir un appartement. Petit,
confortable, avec une vue sur une place arborée. Il dit qu'il paierait les premiers mois, qu'elle aurait le temps de s'organiser. Elle protesta, sa dignité blessée par l'idée de charité. Il la regarda, les yeux sérieux, et répondit d'une voix qui n'admettait pas de réplique, « Tu mérites d'avoir le choix, Sophie. » Au fil des jours, il visitait de plus en plus l'appartement. Il apporta des meubles, un canapé confortable, une table à manger, et embaucha même une employée, Madame Joséphine, une dame au sourire accueillant, qui devint rapidement une confidente pour Sophie. De ses propres mains, il monta le berceau dans la chambre du bébé, un geste si inattendu qu'elle en resta sans voix. Elle se demandait pourquoi. Pourquoi quelqu'un de si puissant, si éloigné de sa réalité, ferait tout cela pour une inconnue? La gratitude était immense, mais le doute persistait, un point d'interrogation dans son cœur. La réponse vint sous forme de douleur, une douleur ancienne qu'il portait. Il raconta par un soir de pluie, la voix étranglée et les yeux humides, qu'il avait eu une sœur. Jeune, enceinte, abandonnée, tout comme elle. Elle lui avait demandé de l'aide alors qu'il voyageait pour affaires. Quand il était revenu, il était trop tard. On l'avait retrouvée morte, dans une gare routière, seule, sans personne. Depuis lors, il s'était promis que, s'il voyait quelqu'un dans la même situation, il ne répéterait pas l'erreur. « Cette fois, je ne vais pas échouer, Sophie, » dit-il, son nom sonnant comme un serment sur ses lèvres. Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cette aide n'était pas seulement de la charité, c'était de la rédemption. Il n'aidait pas simplement une inconnue. Il essayait de guérir une blessure profonde dans sa propre âme, un fantôme du passé qui le hantait. La cohabitation transforma tout. Peu à peu, entre les discussions sur la couleur du mur de la chambre du bébé, les rires partagés pour une blague idiote de Madame Joséphine et les silences partagés qui en disaient plus que 1000 mots, les deux se rapprochèrent. Il ne s'agissait plus de charité, d'une faveur. C'était de l'attention, de la complicité, un type rare de confiance né au milieu de la ruine, un pont construit sur la douleur des deux. Mais le retournement de situation ne tarda pas, comme c'est toujours le cas dans les meilleures histoires. Un samedi matin, il arriva abattu, les yeux rouges et la posture fatiguée. Il dit qu'il avait reçu une notification judiciaire. La mère de l'enfant qu'il avait perdu des années auparavant poursuivait son entreprise. Elle affirmait qu'il avait abandonné sa sœur, que son omission avait conduit à la tragédie. Elle alléguait que l'entreprise avait couvert sa négligence. Les médias, assoiffés de scandales, commencèrent à faire pression. D'anciennes photos de sa sœur et de lui apparurent dans les journaux et les portails. Des manchettes remettaient en question sa morale, son éthique, sa réputation. L'image qu'il avait construite pendant des années, celle d'un homme d'affaires intègre et prospère, vacillait dangereusement. Il s'excusa, la voix rauque, dit qu'il aurait peut-être besoin de s'éloigner, de protéger les affaires, de se retirer pour affronter la tempête. Sophie écouta tout en silence, le cœur battant, sentant la peur revenir, menaçant d'emporter tout ce qu'ils avaient construit. Et puis, elle fit ce qu'il n'attendait jamais. Elle l'enlaça, une étreinte ferme qui transmettait toute la force qu'elle avait trouvée. Elle dit que, s'il partait, tout ce qu'ils avaient fait jusqu'ici serait vain, qu'elle ne le laisserait pas seul. « Tu n'es plus seul, Étienne. Moi non plus, » murmura-t-elle d'une voix tremblante mais chargée de conviction. Face à cette décision inattendue, à cette démonstration de loyauté et d'affection, Étienne fit l'impensable. Il s'éloigna de l'entreprise pour une durée indéterminée. Il dit que les affaires pouvaient attendre, mais cet enfant qui allait naître ne pouvait pas. Ce nouveau départ, cette chance de rédemption, était plus important que n'importe quel empire. Le mois suivant, la vie s'accéléra. Sophie entra en travail à la maison, les contractions venant rapides et fortes. Étienne conduisit en hâte jusqu'à l'hôpital, l'adrénaline courant dans ses veines. Il resta dans la salle d'attente, les yeux gonflés d'inquiétude et d'anxiété, priant à voix basse, une prière qu'il ne savait pas avoir en lui, jusqu'à ce qu'il entende le cri du bébé, un son qui résonna dans son âme. Quand le médecin sortit et annonça que c'était un garçon en bonne santé, Étienne s'effondra, les jambes chancelantes, les larmes coulant librement sur son visage, un mélange de soulagement et d'une émotion écrasante. À la maternité, Sophie tenait son fils dans ses bras, la petite vie blottie contre sa poitrine, et Étienne était à côté, en silence, observant la scène avec une dévotion qu'elle n'avait jamais imaginé voir chez quelqu'un de si réservé. Et ce fut lui qui rompit le silence avec une question simple, mais qui portait le poids d'un avenir entier. « Puis-je le déclarer avec moi, Sophie ?» Elle le regarda, les yeux pleins de larmes, le cœur débordant d'émotion. « Tu en es sûr, Étienne ?» Et il répondit avec la même fermeté que lorsqu'il l'avait vu pour la première fois sous la pluie.
lui offrant une chance. Maintenant, j'en suis sûr. La question d'Étienne flotta dans l'air de la maternité, plus puissante que n'importe quel cri de bébé, plus forte que le silence qui les enveloppait. Sophie le regarda, les larmes coulant, mais c'étaient maintenant des larmes d'un bonheur si écrasant qu'il tenait à peine dans sa poitrine. Cet homme, qui était apparu comme un ange dans sa nuit la plus sombre, offrait maintenant non seulement un toit, mais un nom, un avenir, une famille pour son fils. C'était un geste d'amour si pur et inattendu qu'elle pouvait à peine y croire. « Oui, Étienne, murmura-t-elle, la voix étouffée par l'émotion. « Oui, je le veux. Notre fils mérite d'avoir un père comme toi. » Le sourire qui se forma sur les lèvres d'Étienne, un sourire rare et authentique, illumina la chambre et son cœur. À cet instant, au milieu de l'odeur d'hôpital et de la fragilité d'une nouvelle vie, ils scellèrent un pacte silencieux, une promesse d'un avenir qui, jusqu'alors, semblait impossible. Les jours à la maternité passèrent à toute vitesse, remplis par la douceur des premiers regards du bébé, des premiers contacts, des premiers liens qui se formaient. Le petit que Sophie décida d'appeler Thomas était un miracle, un rayon de soleil qui dissipait les ombres de son passé. Étienne était une présence constante, apprenant à changer les couches avec un sérieux presque comique, berçant Thomas avec une tendresse qui contrastait avec son attitude habituellement réservée. Il semblait renaître à chaque sourire du bébé, à chaque petit geste. Madame Joséphine, qui visitait tous les jours, apportait avec elle l'énergie d'une grand-mère attentionnée, remplissant la chambre de rires et de conseils. Ce petit noyau, formé par hasard et par la douleur, commençait à se solidifier en une famille. En retournant à l'appartement, la vie prit un nouveau rythme. Thomas transforma l'espace confortable en un foyer vibrant, plein de rires, de pleurs et de l'odeur douce de bébé. Étienne, malgré ses préoccupations avec le procès judiciaire et l'entreprise, se consacrait à Thomas avec une passion surprenante. Il passait des heures à observer le bébé dormir, lisait des histoires à voix basse, même en sachant que Thomas ne comprenait pas encore, et insistait pour donner le bain du soir, un rituel qui devint sacré pour les trois. Sophie l'observait, le cœur réchauffé par cette scène. Il n'était pas seulement le bienfaiteur, le protecteur, il était un père de corps et d'âme, et la façon dont ses yeux brillaient en regardant Thomas était la preuve la plus claire de son amour. Cependant, le calme du foyer n'était qu'une trêve dans la tempête qu'Étienne affrontait à l'extérieur. Les nouvelles sur le procès judiciaire et les accusations de la mère de la défunte sœur d'Étienne, une femme nommée Béatrice, continuaient à dominer les informations. Les médias, implacables, exploraient chaque détail, peignant un tableau sombre d'Étienne, l'homme d'affaires prospère qui aurait supposément abandonné sa propre sœur enceinte. Sa réputation, construite avec des années de travail acharné, était en train d'être démantelée pièce par pièce. Il recevait des appels constants d'avocats, d'anciens collègues de direction, de journalistes. La décision de s'éloigner de l'entreprise, bien que nécessaire pour se protéger et protéger sa famille, le rendait inquiet, habitué qu'il était au contrôle et à la routine frénétique du travail. Sophie, à son tour, devint son port d'attache. Pendant que Thomas dormait, elle l'écoutait se confier, offrant une épaule amicale, des mots de réconfort et, plus important, sa foi inébranlable en lui. « Ils ne te connaissent pas, Étienne, disait-elle, tenant sa main. Ils n'ont pas vu ce que tu as fait pour moi, pour Thomas. La vérité apparaîtra. » Sa présence, son calme et sa confiance étaient le baume dont il avait besoin pour supporter la pression. Il se retrouvait de plus en plus dépendant de ce soutien, de cette femme qui, en si peu de temps, était devenue essentielle dans sa vie. La relation entre eux, qui avait commencé comme de la charité et de la rédemption, se transformait en quelque chose de plus profond, plus complexe. Il y avait une complicité silencieuse, des regards qui se rencontraient et disaient plus que des mots, une reconnaissance mutuelle d'âmes blessées qui trouvaient la guérison l'une dans l'autre. Un soir, Étienne arriva à la maison avec un visage encore plus lourd que d'habitude. L'entreprise, sans sa direction directe, commençait à ressentir les effets de la crise d'image. Certains contrats importants étaient en renégociation. Les investisseurs montraient de l'inquiétude. « Béatrice est déterminée à me détruire, Sophie, » avoua-t-il, la voix chargée de frustration. « Elle ne veut pas seulement de l'argent, elle veut se venger. Elle croit que je suis responsable de la mort de ma sœur. » Sophie l'enlaça, ressentant sa douleur comme si c'était la sienne. « Nous ne la laisserons pas faire ça, » dit-elle, avec une détermination qui surprit à la fois lui et elle-même. « Tu m'as maintenant et Thomas. Tu n'es plus seul dans cette bataille. » Malgré les difficultés externes,
La vie dans l'appartement était un refuge. Thomas grandissait à vue d'œil, apportant lumière et joie à chaque jour. Étienne, même avec l'esprit occupé par les problèmes juridiques, trouvait la paix dans les moments avec son fils. Il se surprenait à sourire davantage, à rire plus légèrement. Sophie, quant à elle, s'épanouissait. La grossesse, autrefois un fardeau, était maintenant une bénédiction. Elle retrouvait la santé, l'estime de soi, l'espoir. Chaque jour, elle se sentait plus forte, plus capable d'affronter n'importe quel défi aux côtés d'Étienne. La relation entre eux, cependant, n'était pas exempte de nuances. Il y avait des moments de silence chargés, des regards prolongés qui s'étendaient un peu plus que nécessaire. La gratitude de Sophie envers Étienne était immense, mais elle commençait à se mêler à une admiration croissante, et quelque chose de plus, quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. Pour Étienne, Sophie n'était plus seulement la femme qui l'avait sauvé, elle était la mère de son fils, la femme qui le faisait se sentir complet, qui l'aidait à affronter ses démons. La ligne entre protecteur et partenaire devenait de plus en plus ténue, et l'avenir, bien qu'incertain, promettait des rebondissements que même eux ne pouvaient prévoir. La tempête à l'extérieur était féroce, mais à l'intérieur de cet appartement, un nouveau type d'amour commençait à fleurir, discret, mais puissant, prêt à affronter n'importe quelle adversité. La décision d'Étienne de s'éloigner de l'entreprise, bien que nécessaire pour se protéger et protéger sa nouvelle famille, apporta avec elle un tourbillon de conséquences. Les gros titres des journaux, auparavant concentrés sur l'accusation de Béatrice, se divisaient maintenant entre le scandale et le congé inattendu du PDG. La spéculation était effrénée. Était-ce une fuite, un signe de culpabilité? La pression médiatique s'intensifiait, et Étienne sentait le poids de chaque mot, de chaque regard méfiant. Il passait des heures au téléphone avec ses avocats, essayant d'élaborer une stratégie pour combattre les accusations de Béatrice, qui semblait avoir un arsenal d'informations sur le passé de sa sœur, des informations qu'Étienne se rappelait à peine ou préférait oublier. Sophie observait l'angoisse d'Étienne se sentant de plus en plus connecté à lui. Elle voyait l'homme derrière l'armure de l'homme d'affaires, l'homme blessé par la perte de sa sœur et maintenant par l'injustice des accusations. Thomas, avec ses sourires édentés et son regard curieux, était le seul qui parvenait à arracher Étienne à ses pensées sombres. C'était dans les moments où Étienne tenait son fils dans ses bras, chantant des berceuses fausses, que Sophie voyait un aperçu de la légèreté qu'il avait perdue. Elle se consacrait à créer un environnement de paix et de joie dans l'appartement, un refuge pour Étienne où il pouvait recharger ses batteries et se sentir en sécurité. Malgré la tension, leur routine s'établit. Étienne, maintenant avec plus de temps, assumait un rôle actif dans la vie de Thomas, l'emmenant se promener dans le parc, lui apprenant à tenir les petits objets avec ses mains encore non coordonnées. Sophie, quant à elle, commença à explorer la ville, à se familiariser avec le nouveau quartier, à se sentir partie prenante de quelque chose de plus grand. Madame Joséphine, avec sa sagesse populaire et sa bonne humeur, était le lien qui unissait les trois, une présence constante qui apportait légèreté et praticité au quotidien. Elle percevait l'intimité croissante entre Sophie et Étienne, les regards furtifs, les contacts accidentels qui se prolongeaient et souriait discrètement, sachant que l'amour, parfois, fleurit dans les endroits les plus inattendus. Un après-midi, Étienne reçut un appel de son avocat, maître Laurent. La voix de l'autre côté de la ligne était grave. Béatrice avait présenté de nouvelles preuves, d'anciens documents qui suggéraient une négligence d'Étienne envers sa sœur, des documents qu'il jurait n'avoir jamais vus. La situation se compliquait chaque jour. Étienne raccrocha, le visage pâle, et s'assit sur le canapé, la tête entre les mains. « Elle utilise tout contre moi, Sophie, » dit-il, la voix presque un murmure. « Même la douleur que je ressens pour la perte de ma sœur. » Sophie s'assit à côté de lui, prit sa main et la serra fermement. « Nous allons affronter cela ensemble, Étienne, » promit-elle. « Je crois en toi. Je sais que tu n'abandonnerais personne, encore moins ta propre sœur. » La conviction dans sa voix était un baume pour l'âme tourmentée d'Étienne. Il la regarda, et pour la première fois, Sophie vit une vulnérabilité profonde dans ses yeux. Ce n'était pas la froideur de l'homme d'affaires, mais la douleur d'un homme qui portait un fardeau trop lourd. À ce moment, la distance entre eux se dissipa, et une connexion plus profonde, plus intime s'établit. Dans les jours qui suivirent, Étienne se plongea dans la recherche de réponses. Il passa en revue d'anciens documents de l'entreprise, essaya de se rappeler chaque détail de l'époque où sa sœur était décédée. Il y avait quelque chose qui ne cadrait pas, une pièce manquante dans le puzzle que Béatrice était en train de monter.
Il se souvint d'une ancienne secrétaire de sa sœur, une femme nommée Camille, qui avait toujours été très proche et loyale. Peut-être qu'elle savait quelque chose. Étienne décida de la chercher, une pointe d'espoir surgissant au milieu de l'obscurité. Pendant ce temps, Sophie commença à ressentir un malaise subtil. Ce n'était pas la douleur de la grossesse, ni la fatigue des premiers mois de maternité. C'était une sensation étrange, un pressentiment. Elle se surprenait à observer Étienne, ses yeux perdus à l'horizon pendant qu'il réfléchissait, et sentait un pincement au cœur. L'admiration qu'elle ressentait pour lui se transformait en quelque chose de plus, quelque chose qui l'effrayait et la fascinait en même temps. Il était le père de son fils, son protecteur, son ami. Mais pouvait-il être plus? Elle écartait ses pensées, de peur de gâcher l'harmonie délicate qu'ils avaient construite. La recherche de Camille s'avéra plus difficile qu'Étienne ne l'imaginait. La femme avait déménagé à la campagne, vivant une vie recluse. Étienne, déterminé, décida d'aller à sa recherche. Il avait besoin de réponses. Il devait laver son nom, et il sentait que Camille pourrait être la clé pour dévoiler la vérité derrière les accusations de Béatrice. Le voyage serait long, et Sophie sentit un frisson dans le ventre en le voyant partir. Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, elle se sentait à nouveau seule, et réalisa à quel point la présence d'Étienne était devenue vitale dans sa vie. Cet éloignement temporaire, motivé par la recherche de la vérité, révélait une nouvelle couche de sentiments que Sophie osait à peine explorer. La route sinueuse qui menait à la petite ville de campagne semblait s'étirer infiniment devant Étienne. Chaque kilomètre parcouru était un mélange d'espoir et d'anxiété. Il révisait mentalement les quelques détails qu'il avait sur Camille, l'ancienne secrétaire de sa sœur, une femme discrète mais qui, il s'en souvenait, était d'une loyauté incontestable. Il croyait qu'elle pourrait avoir la pièce qui manquait pour démêler la toile de mensonges tissée par Béatrice. Le paysage passait des gratte-ciel aux champs verts, un contraste qui reflétait la turbulence dans son esprit. Pendant ce temps, dans l'appartement, l'absence d'Étienne était un écho constant. Sophie ressentait un vide qui la surprit. Le silence, auparavant rempli par sa présence, semblait maintenant plus dense. Thomas, étranger à la complexité du monde adulte, remplissait les jours de son innocence et de ses découvertes quotidiennes. Sophie se consacrait à son fils, mais ses pensées déviaient fréquemment vers Étienne. Elle réalisa à quel point il était devenu le pilier de sa nouvelle vie, pas seulement un pourvoyeur, mais un compagnon, un ami, quelqu'un en qui elle avait une confiance aveugle. Les petits gestes, les conversations nocturnes, la façon dont il regardait Thomas, tout cela avait construit un pont entre eux, un pont qui maintenant, avec la distance, semblait plus fort et plus significatif. Madame Joséphine, avec sa perspicacité habituelle, remarqua la mélancolie de Sophie. « Il te manque, n'est-ce pas, ma fille ?» commenta-t-elle un jour, tout en aidant à plier les petits vêtements de Thomas. Sophie rougit, mais ne nia pas. « C'est un homme bien, Madame Joséphine, et Thomas a besoin de lui. » La dame sourit, une lueur de compréhension dans ses yeux. « Ce n'est pas seulement Thomas qui a besoin de lui, ma chérie, et il n'y a rien de mal à cela. Le cœur a ses propres chemins. » Les mots de Madame Joséphine, simples et directs, résonnèrent en Sophie, confirmant les sentiments qu'elle essayait de réprimer. Après des heures de voyage, Étienne arriva enfin à l'adresse de Camille. C'était une maison modeste, entourée d'un jardin bien entretenu. La femme qui lui ouvrit la porte avait les cheveux gris et un regard fatigué. Mais ses yeux s'écarquillèrent en le reconnaissant. « Monsieur Étienne ?» demanda-t-elle surprise. Il expliqua le motif de sa visite, l'urgence de sa situation et les accusations de Béatrice. Camille l'invita à entrer, et le silence qui suivit fut lourd, chargé de souvenirs. Camille écouta Étienne attentivement, ses yeux fixés sur un point distant. Quand il eut terminé, elle soupira profondément. « Je savais que ce jour viendrait, monsieur Étienne, » commença-t-elle, la voix basse. « Votre sœur, c'était une femme complexe, et Béatrice. Béatrice l'a toujours manipulée. Votre sœur avait peur d'elle, peur qu'elle révèle un secret. » Étienne sentit un frisson. « Quel secret, Camille ?» Camille hésita, mais la détermination dans les yeux d'Étienne la convainquit. Béatrice n'est pas seulement la mère de la défunte sœur d'Étienne, elle est sa belle-mère. Elle a toujours eu un contrôle très grand sur la vie de votre sœur. Le secret était que votre sœur ne voulait pas du bébé. Elle était forcée par Béatrice à garder la grossesse pour que Béatrice puisse avoir le contrôle total sur l'héritage de la famille. Votre sœur a essayé de s'éloigner de Béatrice, mais elle l'a menacée, disant qu'elle révélerait des choses sur leur passé
qui pourrait détruire la réputation de votre sœur et même la vôtre, monsieur Étienne. Elle avait des documents, des lettres, tout ce dont elle avait besoin pour vous incriminer. Votre sœur était désespérée, et c'est pour cela qu'elle a essayé de fuir. Et c'est là que l'accident s'est produit. Les mots de Camille frappèrent Étienne comme un éclair. L'image de sa sœur, toujours si fragile et indécise, prenait une nouvelle et tragique dimension. Il ressentit une vague de colère et de tristesse. Elle a forcé ma sœur à garder la grossesse pour avoir l'héritage, et elle m'a blâmé pour ça. Camille acquiesça, les yeux humides. Votre sœur a laissé une lettre, monsieur Étienne, une lettre pour vous. Elle m'a demandé de la garder, de la remettre seulement si quelque chose lui arrivait, et si la vérité devait être révélée. Elle a dit que vous étiez le seul en qui elle avait confiance pour protéger le bébé, s'il venait à naître. Camille se leva et alla vers une vieille boîte en bois, d'où elle sortit une enveloppe jaunie. Étienne prit la lettre, les mains tremblantes. C'était l'écriture de sa sœur, familière et douloureuse. La lettre détaillait le tourment qu'elle vivait sous la domination de Béatrice. La peur, le désespoir. Elle demandait pardon de ne pas avoir été plus forte et implorait Étienne de protéger son fils, le bébé qu'elle ne voulait pas, mais qu'elle savait qu'Étienne aimerait. La lettre était la preuve irréfutable de son innocence, la clé pour démasquer Béatrice. Avec la lettre en main, Étienne sentit un poids être retiré de ses épaules, mais aussi une douleur profonde pour sa sœur. Il remercia Camille, promettant que la vérité éclaterait au grand jour. Le voyage de retour semblait plus court, poussé par l'urgence de partager la découverte avec Sophie et ses avocats. Il avait hâte de rentrer chez lui, dans son refuge, auprès de la femme et de l'enfant qui étaient devenus son monde. La vérité était sur le point d'être révélée, et avec elle, la possibilité d'un nouveau départ pour eux tous. Le voyage de retour fut un tourbillon d'émotions pour Étienne. La lettre de sa sœur, froissée dans sa poche, était la preuve qu'il cherchait tant, mais aussi un rappel douloureux de sa souffrance. La colère envers Béatrice, qui avait manipulé et détruit la vie de sa sœur, se mêlait à la tristesse pour la tragédie évitée de justesse. Il aspirait à arriver à l'appartement, non seulement pour remettre la lettre aux avocats, mais pour partager le poids et la libération de la vérité avec Sophie. L'image d'elle, de Thomas, était le phare qui le guidait. Lorsqu'Étienne ouvrit enfin la porte de l'appartement, l'odeur familière de nourriture faite maison et le son doux du rire de Thomas l'enveloppèrent. Sophie était sur le sol du salon, jouant avec le bébé qui rampait maladroitement vers elle. En le voyant, ses yeux s'illuminèrent, et un sourire sincère s'ouvrit sur son visage. Thomas, percevant l'arrivée de son père, laissa échapper un petit cri de joie et tendit ses petits bras. Étienne sentit le nœud dans sa gorge se défaire. Il s'agenouilla, serra Thomas fort, et puis leva les yeux vers Sophie qui s'approchait. « Tu es revenu, » dit-elle, la voix pleine de soulagement. « J'étais si inquiète. » Étienne l'attira dans une étreinte, sentant la chaleur et la sécurité que seule elle pouvait offrir. « Je l'ai trouvée, Sophie, » murmura-t-il, la voix étranglée. « J'ai trouvé la vérité. » Il s'écarta un peu et sortit l'enveloppe jaunie de sa poche, la lui remettant. « C'est une lettre de ma sœur. Camille me l'a donnée. » Sophie prit la lettre d'une main tremblante, sentant l'importance de ce morceau de papier. Tandis qu'Étienne racontait sa conversation avec Camille sur la manipulation de Béatrice et le désespoir de sa sœur, elle déplia la lettre et commença à lire. Les mots de la sœur d'Étienne, pleins de douleur et de supplication, révélèrent un scénario beaucoup plus sombre que quiconque aurait pu imaginer. À chaque ligne, la vérité se dévoilait, et l'innocence d'Étienne devenait incontestable. Des larmes coulèrent sur le visage de Sophie, en lisant la dernière demande de la sœur d'Étienne pour qu'il protège le bébé. Elle leva les yeux vers Étienne, le cœur débordant de compassion et d'admiration. « Je le savais, » dit-elle, la voix étranglée. « Je savais que tu étais innocent. » Ce soir-là, après que Thomas se soit endormi, Étienne et Sophie passèrent des heures à discuter. Il expliqua les prochaines étapes avec les avocats, la nécessité de présenter la lettre comme preuve irréfutable au tribunal. Sophie, à son tour, offrit son soutien inconditionnel, sa force silencieuse. La complicité entre eux s'approfondissait à chaque mot, à chaque regard. La barrière de gratitude et de devoir qui existait auparavant entre eux semblait avoir disparu, remplacée par une connexion plus organique, plus vraie. Dans les jours qui suivirent, la vie d'Étienne prit un nouveau sens. Avec la lettre en main, ses avocats agirent rapidement. Maître Laurent, visiblement soulagé et confiant, programma une nouvelle audience pour présenter la preuve qui changerait le cours du procès. La nouvelle de la lettre filtra vers les médias et les gros titres, auparavant accusateurs,
commencèrent à s'orienter vers l'histoire d'une tragédie familiale et d'une innocence en train d'être prouvée. La réputation d'Étienne, qui semblait irréparable, commençait à se redresser. Béatrice, d'autre part, fut prise par surprise. La révélation de la lettre de sa belle-fille, qu'elle croyait avoir détruite, ébranla ses fondations. Elle essaya de nier, de disqualifier la lettre comme un faux, mais l'expertise graphologique et le témoignage de Camille étaient irréfutables. La femme, autrefois si puissante et contrôlante, vit son plan s'effondrer. L'opinion publique se retourna contre elle, et la justice qu'elle avait tenté de manipuler se retournait maintenant contre elle. Tandis que la tempête légale se déroulait, la vie dans l'appartement d'Étienne fleurissait. Thomas grandissait, apprenant à s'asseoir, à balbutier ses premières syllabes. Chaque petite conquête du bébé était célébrée avec joie, un rappel constant de la nouvelle vie qu'Étienne avait embrassée. Sophie, se sentant plus en sécurité et aimée que jamais, se consacrait à Thomas et à Étienne avec une dévotion qui allait au-delà de la gratitude. Ce qui avait commencé comme un acte de charité s'était transformé en une famille, construite sur la vérité, le pardon et un amour qui grandissait chaque jour. Un soir, pendant que Thomas dormait, Étienne et Sophie étaient assis sur le canapé, sa main reposant sur la sienne. Le silence était confortable, rempli par la sensation de paix. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Sophie », avoua Étienne, sa voix douce. « Toi et Thomas m'avez donné une nouvelle chance. Vous êtes ma famille. » Sophie serra sa main, ses yeux humides. « Et tu nous as donné une famille, Étienne. Tu nous as sauvés. » À ce moment, sous la lumière douce du salon, l'avenir semblait clair. La bataille contre Béatrice touchait à sa fin, mais leur voyage en tant que famille ne faisait que commencer. La vérité les avait libérés et l'amour les unissait, plus fort que jamais. L'audience finale fut un spectacle de tension et de révélation. La salle du tribunal était pleine, avec des journalistes et des curieux avides de suivre le dénouement de l'affaire qui avait dominé les manchettes pendant des mois. Étienne, aux côtés de Maître Laurent, gardait son sang-froid, mais à l'intérieur, son cœur battait la chamade. Sophie était au premier rang, tenant Thomas, qui, étranger à tout ce drame, souriait et balbutiait, un rayon de lumière dans l'atmosphère chargée. Madame Joséphine, avec sa présence calme et solidaire, était à leur côté. Béatrice, en revanche, semblait une ombre de ce qu'elle avait été. Son arrogance avait été remplacée par un désespoir contenu. Ses avocats tentèrent tout pour discréditer la lettre et le témoignage de Camille, mais les preuves étaient irréfutables. L'expertise graphologique confirma l'authenticité de l'écriture de la sœur d'Étienne et le témoignage détaillé de Camille, corroboré par d'anciens registres de communication et des témoignages d'employés de l'entreprise qui avaient remarqué l'influence de Béatrice, peignit un tableau dévastateur de manipulation et de cruauté. Lorsque la lettre fut lue à haute voix dans le tribunal, un silence pesant tomba sur la salle. Les mots de la sœur d'Étienne, pleins de douleur, de peur et d'une dernière demande de protection pour son enfant, touchèrent tout le monde. L'image d'Étienne, accusé injustement, et la révélation du plan machiavélique de Béatrice pour contrôler l'héritage et la vie de sa belle-fille provoquèrent l'indignation. Le parquet, sur la base des nouvelles preuves, reformula les accusations contre Béatrice, qui affrontait maintenant non seulement la perte du procès d'héritage, mais aussi des accusations de faux témoignages et de tentatives d'extorsion. Le verdict vint rapidement et de manière décisive. Le juge non seulement rejeta la demande de Béatrice pour l'héritage, mais la condamna également pour ses actions, renvoyant l'affaire à la sphère pénale. La réputation de Béatrice était en ruine et son avenir incertain. Pour Étienne, c'était plus qu'une victoire juridique, c'était la validation de son innocence et l'honneur restauré de sa sœur. Il ressentit un profond soulagement, une légèreté qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. En sortant du tribunal, Étienne fut entouré de journalistes, mais ses yeux ne cherchèrent que Sophie. Elle s'approcha et il l'enlaça fortement, embrassant le front de Thomas. « C'est fini », lui murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Sophie sourit, les larmes coulant sur son visage. « Je savais que la vérité prévaudrait. » Dans les mois qui suivirent, la vie d'Étienne, Sophie et Thomas se stabilisa dans une routine de bonheur et de croissance. Étienne reprit ses activités dans l'entreprise, mais avec une nouvelle perspective. Il déléguait davantage, passait plus de temps à la maison, priorisant sa famille avant tout. L'entreprise, maintenant libre du scandale, prospérait sous sa direction renouvelée. Thomas grandissait fort et en bonne santé, remplissant l'appartement de ses rires et de ses premiers mots. Il appelait Étienne « papa » et Sophie « maman »,
Et chaque fois qu'il le faisait, le cœur d'Étienne se remplissait d'une joie indescriptible. Sophie s'épanouissait à leur côté. Elle n'était plus la jeune femme effrayée et seule qu'Étienne avait rencontrée. Elle était une mère confiante, une partenaire aimante, et la force silencieuse qui unissait la famille. Un après-midi, tandis que Thomas dormait, Étienne et Sophie étaient sur le canapé, sa main caressant ses cheveux. « Je pensais, » commença Étienne, la voix douce, « qu'il est peut-être temps d'officialiser cela. Pas seulement pour Thomas, mais pour nous. » Sophie le regarda, les yeux brillants. « Officialiser quoi, Étienne ?» Il s'agenouilla devant elle, sortant une petite boîte en velours de sa poche. « Sophie, tu m'as donné la chose la plus précieuse de ma vie, et tu es devenue la personne la plus précieuse pour moi. Tu m'as sauvé, tu m'as donné une famille, tu m'as appris ce qu'est l'amour véritable. Accepterais-tu d'être ma femme, d'être ma famille pour toujours ?» Les larmes coulèrent sur le visage de Sophie, tandis qu'elle acquiesçait, incapable de parler. « Oui, Étienne, oui, 1000 fois oui. » Il mit la bague à son doigt, et ils s'enlacèrent, l'avenir se déployant devant eux, brillant et plein de promesses. Le voyage qui avait commencé par un acte de désespoir et une rencontre inattendue s'était transformé en une histoire d'amour, de dépassement et de construction d'une famille indestructible. Le sombre passé avait été surmonté par la lumière de la vérité et de l'amour, et Étienne, Sophie et Thomas étaient prêts à écrire les prochains chapitres de leur vie ensemble. Les mois qui suivirent la demande en mariage furent remplis d'une joie contagieuse. L'appartement d'Étienne, autrefois un refuge de silence et de préoccupation, se transforma en un foyer vibrant, plein de rires, de projets et du doux chaos d'une famille en formation. Sophie et Étienne se plongèrent dans les préparatifs du mariage avec enthousiasme, mais aussi avec la clarté que le plus important était de célébrer l'amour et l'union qu'ils avaient reconstruit. Madame Joséphine, avec son expérience et son bon goût, devint une pièce fondamentale dans l'organisation. Elle aidait Sophie avec les détails, du choix de la robe à la liste des invités qui, bien que petite, était composée des personnes les plus importantes de leur vie. Des amis proches d'Étienne, quelques collègues de travail devenus des confidents, et, bien sûr, Madame Joséphine, qui était plus qu'une employée, elle faisait partie de la famille. Thomas, maintenant un bébé actif et curieux, accompagnait tout avec ses yeux écarquillés, riant et applaudissant, comme s'il comprenait l'importance de ce moment. La cérémonie fut planifiée pour être intime et significative. Ils choisirent un petit jardin botanique dans la ville, un endroit qu'Étienne et Sophie avaient visité lors d'une de leurs premières promenades avec Thomas, et qui gardait une signification spéciale. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles des arbres, créant un décor magique et accueillant. Sophie était éblouissante dans une robe simple, mais élégante, qui mettait en valeur sa beauté naturelle. Étienne, en la voyant marcher vers lui, sentit son cœur déborder d'émotion. C'était la femme qui avait transformé sa vie, qui avait apporté lumière et espoir à ses jours les plus sombres. Les vœux furent sincères et pleins d'émotion. Étienne parla de la gratitude qu'il ressentait envers Sophie pour être entrée dans sa vie, pour lui avoir donné Thomas et pour avoir restauré sa foi en l'amour et en la famille. Sophie, à son tour, exprima combien Étienne avait été son port d'attache, son protecteur, et comment il lui avait appris à faire à nouveau confiance à la vie et à l'avenir. Thomas, dans les bras de Madame Joséphine, laissa échapper un gazouillis joyeux au moment du baiser, comme s'il bénissait l'union de ses parents. La petite réception qui suivit fut un reflet de la joie et de la légèreté qui imprégnaient maintenant leur vie. Des rires, des toasts et des histoires étaient à partager, et l'ambiance était de pure célébration. Étienne se sentait complet. L'ombre du passé, les accusations de Béatrice, tout semblait lointain, remplacé par la certitude d'un présent heureux et d'un avenir prometteur. Béatrice, après les condamnations et la perte de sa réputation, avait disparu de leur vie, une absence qui était un soulagement et un rappel de ce qu'ils avaient surmonté. Les années passèrent, et la famille d'Étienne et Sophie grandit en amour et en complicité. Thomas devint un garçon intelligent et affectueux, avec la curiosité de Sophie et la détermination d'Étienne. Il était la preuve vivante que, même dans les circonstances les plus difficiles, la vie trouve un moyen de fleurir. Étienne et Sophie continuèrent à construire leur vie ensemble, affrontant les défis avec la force qui venait de leur union. Étienne, à la tête de l'entreprise, mit en place des politiques de soutien à la famille et à la maternité, inspiré par sa propre expérience. Il devint un exemple de leadership humanisé, prouvant que la réussite professionnelle pouvait aller de pair avec le bonheur personnel. Sophie, avec le temps,
décida de reprendre ses études et se consacra à une cause sociale, aidant d'autres mères en situation de vulnérabilité, un écho de son propre parcours. Par une nuit tranquille, des années plus tard, Étienne et Sophie étaient assis sur la terrasse de leur maison, observant les étoiles. Thomas dormait déjà, et le silence n'était rempli que par le son doux de la brise. « Qui l'aurait cru, Étienne ?» murmura Sophie, appuyant sa tête sur son épaule, « que tout cela nous aurait amenés jusqu'ici. » Étienne la serra plus fort. « C'est la vérité qui nous a libérés, Sophie, et l'amour qui nous a unis. » Il regarda le ciel étoilé, pensant à sa sœur, au voyage qui l'avait amené jusqu'ici et au miracle de sa famille. Le détour que la vie lui avait imposé, un revirement inattendu, s'était transformé en le chemin le plus beau et le plus significatif qu'il aurait pu imaginer. Leur histoire était un témoignage que, même dans l'adversité, l'amour, la vérité et l'espoir trouvent toujours un moyen de vaincre. Les années se déployèrent en une riche tapisserie de moments, tissée avec le fil du bonheur et de la résilience. Thomas, maintenant un adolescent, était la synthèse parfaite de ses parents, l'intelligence perspicace d'Étienne combinée à l'empathie et la sensibilité de Sophie. Ses yeux, qui autrefois reflétaient l'innocence d'un bébé, brillaient maintenant de la curiosité du monde et de la passion pour de nouvelles découvertes. Il était un rappel constant du miracle qui avait émergé d'une tragédie, un phare d'espoir qui illuminait chaque coin de la maison. Étienne, à la tête de l'entreprise, était devenu un leader visionnaire. Son expérience personnelle l'avait poussé à créer un environnement de travail qui valorisait le bien-être des employés, avec des programmes de soutien familial et de flexibilité. Il savait, mieux que quiconque, le prix d'une vie déséquilibrée et la valeur inestimable du temps passé en famille. Son entreprise n'était pas seulement une affaire, c'était un reflet de ses valeurs, un lieu où les gens pouvaient prospérer tant professionnellement que personnellement. La réputation d'Étienne en tant qu'homme d'affaires éthique et humain grandit, et il devint une figure respectée dans la communauté. Sophie, quant à elle, avait trouvé sa propre vocation. Après avoir terminé ses études, elle se consacra entièrement à une organisation non gouvernementale qui soutenait les mères célibataires et les familles en situation de vulnérabilité. Son propre parcours, d'une jeune femme démunie à une femme forte et épanouie, était sa plus grande inspiration. Elle offrait non seulement une aide pratique, mais aussi de l'espoir et de l'encouragement, montrant à ces femmes qu'il était possible de reconstruire leur vie, même face aux plus grandes adversités. Son travail était une extension de son cœur généreux, et elle trouvait une profonde satisfaction dans chaque vie qu'elle touchait. Leur maison, qui n'était autrefois qu'un appartement, s'était transformée en un foyer vibrant, plein de vie, de rire et de l'arôme de repas partagés. Madame Joséphine, avec sa sagesse et son affection, continuait d'être une présence constante et aimée, une grand-mère pour Thomas et une amie inestimable pour Étienne et Sophie. Les célébrations d'anniversaire, les Noëls et les simples dîners en famille étaient des moments précieux où la gratitude et l'amour débordaient. Par un week-end ensoleillé, la famille était dans le jardin, Thomas jouant au ballon avec Étienne, tandis que Sophie lisait un livre à l'ombre d'un arbre. Soudain, Thomas frappa le ballon plus fort que prévu, et il vola au-delà du mur, tombant dans la propriété voisine, qui était vide depuis des années. Étienne s'offrit pour aller le chercher, mais Thomas, avec son énergie juvénile, insista pour y aller. « J'y vais, papa, je suis plus rapide. » Étienne sourit, observant son fils sauter le mur avec agilité. Quelques minutes plus tard, Thomas revint, non seulement avec le ballon, mais avec un petit album photo ancien et poussiéreux dans les mains. « Regarde ce que j'ai trouvé, papa, c'était par terre, près de la clôture. » Étienne prit l'album, et Sophie s'approcha, curieuse. En ouvrant les pages jaunies, ils découvrirent des photos d'une famille souriante, dans un passé lointain. Il y avait des photos d'une jeune femme, qui avait une ressemblance frappante avec Hélène, la sœur d'Étienne, et d'un homme qui semblait être son père. L'album contenait des registres de l'enfance d'Hélène et d'Étienne, des moments qu'il avait oubliés ou qu'il n'avait jamais vus. Il y avait des photos de sa mère, jeune et vibrante, et de son père, avec un sourire gentil. C'était un trésor de souvenirs, un lien tangible avec le passé qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Étienne sentit un nœud dans la gorge. Sophie, percevant l'émotion dans ses yeux, serra sa main. Thomas, sans comprendre complètement la profondeur de cette trouvaille, observait ses parents, sentant l'importance du moment. Cette nuit-là, sous les étoiles, Étienne et Sophie feuilletèrent à nouveau l'album. Les photos étaient un rappel que, malgré la douleur et les pertes, il y avait de la beauté et de l'amour dans son passé. Et que le présent, construit avec tant de lutte et de dévouement,
était la preuve vivante que la vie, dans sa complexité, offre toujours la chance de recommencer, de guérir les blessures et de construire un avenir encore plus brillant. L'album était plus qu'un ensemble de photos. C'était un chapitre oublié qui, maintenant redécouvert, complétait l'histoire d'Étienne, unissant le passé au présent dans un récit de résilience, d'amour et d'éternel espoir d'un nouveau départ. L'album de photographie, sauvé de l'oubli, devint un portail vers le passé d'Étienne. Cette nuit-là et dans celles qui suivirent, lui et Sophie passèrent des heures à feuilleter les pages, chaque image un fragment de mémoire qui s'intégrait dans le grand puzzle de sa vie. Il y avait des photos de sa mère, avec le même sourire doux qu'Hélène, et de son père, un homme dont il se souvenait à peine, mais qui prenait maintenant des contours plus nets à travers les objectifs du temps. Il y avait des photos d'Hélène et de lui, enfant, jouant dans le jardin de l'ancienne maison, des sourires innocents, un lien indestructible avant que la vie ne les sépare. Pour Étienne, c'était une catharsis. Il avait porté le poids de la perte et de l'injustice pendant si longtemps, et la douleur du souvenir de sa sœur était toujours liée à la tragédie. Mais l'album révélait une Hélène différente, une enfant heureuse, une adolescente pleine de vie. Il se vit lui-même, un garçon espiègle, et la dynamique amoureuse de sa famille avant que l'ombre de Béatrice et la maladie de sa mère ne les frappent. Les images lui permirent de se reconnecter avec l'Hélène qu'il aimait, la sœur qui le protégeait, et pas seulement avec la victime d'une conspiration. Sophie observait Étienne avec une immense tendresse. Elle le voyait traiter la douleur et la joie que les photos évoquaient. Elle savait que pour lui, c'était plus qu'un album. C'était la guérison de vieilles blessures, l'acceptation d'un passé qu'il avait essayé de supprimer. Elle tenait sa main, offrant son soutien silencieux, la certitude qu'il n'était pas seul dans ce voyage de redécouverte. Thomas, bien qu'il ne comprenne pas la profondeur de ce moment, sentait l'atmosphère de révérence et d'affection qui enveloppait ses parents et occasionnellement pointait une photo, demandant qui c'était, créant de nouveaux ponts entre les générations. La découverte de l'album apporta également une nouvelle couche de signification à la famille qu'Étienne et Sophie avaient construite. Ils étaient la preuve vivante que l'amour pouvait surgir des cendres, que la vérité trouverait toujours son chemin et que la famille n'était pas seulement une question de lien de sang, mais de lien d'affection, de soins et de choix mutuels. Thomas était le lien entre le passé et l'avenir, la matérialisation d'une promesse et l'espoir d'un nouveau legs. Avec le temps, Étienne décida qu'il était important de partager les souvenirs de l'album avec Thomas d'une manière plus profonde. Il raconta l'histoire de sa sœur, Hélène, non comme une victime, mais comme une personne aimée, courageuse, qui, même dans ses moments les plus difficiles, pensait à la sécurité de son enfant. Il expliqua à Thomas l'importance de la vérité et de la justice et comment l'amour pouvait surmonter n'importe quelle adversité. Thomas écoutait attentivement, absorbant les leçons et l'histoire de sa famille, comprenant qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand, une histoire de dépassement et d'amour inconditionnel. La vie suivit son cours, mais la présence de l'album sur l'étagère du salon était un rappel constant du voyage qui les avait conduits jusque-là. Étienne continua à prospérer dans son entreprise, Sophie dans sa cause sociale, et Thomas grandissait, traçant son propre chemin, mais toujours avec la base solide d'une famille qui l'aimait et le soutenait. Par un dimanche après-midi, alors que le soleil se couchait, Étienne était dans le jardin avec Sophie et Thomas. Le garçon, presque un homme maintenant, parlait de ses plans pour l'université, de ses rêves et aspirations. Étienne l'écoutait avec fierté, percevant la force et la bonté qu'il irradiait. Il regarda Sophie, son amour inébranlable, la femme qui avait été son ange dans un moment de désespoir et qui était devenue l'encre de son bonheur. « Nous avons construit quelque chose de beau, n'est-ce pas ?» murmura Sophie, sentant son regard. Étienne sourit, serrant sa main. « Plus que beau, Sophie, nous avons construit un foyer, une famille, et la vérité nous a donné la liberté de le faire. » Il pensa à la lettre de sa sœur, au détour que la vie lui avait fait prendre et à comment chaque pas, aussi douloureux soit-il, l'avait conduit à ce moment de paix et de plénitude. L'histoire d'Étienne, qui avait commencé par une accusation injuste et une vie en ruine, s'était transformée en un témoignage de résilience, de pardon et de la force transformatrice de l'amour. Le chapitre final n'était pas sur une fin, mais sur la continuité d'une vie pleine, où le passé était accepté, le présent était vécu avec gratitude et l'avenir était embrassé avec espoir. Les années se déployèrent avec la douceur d'une rivière qui trouve son lit, chaque courbe révélant de nouveaux paysages, mais toujours en gardant l'essence de son courant.
Thomas, le garçon qui était arrivé dans la vie d'Étienne et Sophie comme un cadeau inattendu, s'était transformé en un jeune adulte, avec une lueur dans les yeux qui reflétait l'intelligence et la bonté qu'il avait héritée des deux. Il choisit de poursuivre une carrière qui combinait sa passion pour la technologie avec un fort sens de la responsabilité sociale, un reflet direct des valeurs que ses parents lui avaient transmises. Le jour où Thomas partit pour l'université, dans une autre ville, fut doux amer. Étienne et Sophie l'accompagnèrent, l'aidant à s'installer dans son nouveau foyer. En se disant au revoir, il y eut des larmes, mais aussi une immense fierté. Thomas, avec son sac à dos et un sourire confiant, était la preuve vivante que l'amour et le soutien pouvaient surmonter n'importe quelle adversité. La maison, autrefois pleine de l'énergie contagieuse du fils, devint plus silencieuse mais pas vide. Le silence était rempli de souvenirs et de la certitude d'un cycle qui se complétait, ouvrant l'espace pour un nouveau. Avec Thomas traçant son propre chemin, Étienne et Sophie redécouvrirent la dynamique de leur relation. Les soirées sur le canapé, qui étaient auparavant dédiées aux histoires pour Thomas, étaient maintenant remplies de conversations profondes, de rires partagés et de plans pour l'avenir. Ils voyageaient davantage, exploraient de nouveaux hobbies et se consacraient encore plus à leurs passions individuelles. Étienne continua à développer son entreprise, non seulement en termes de profit, mais d'impact social. Il investit dans des projets de durabilité et des programmes d'inclusion, devenant un modèle de la façon dont le capitalisme pouvait être conscient et éthique. Sa réputation grandit, et il était fréquemment invité à donner des conférences sur le leadership et la responsabilité des entreprises, mentionnant toujours, de manière voilée, comment les épreuves de sa vie l'avaient façonné. Sophie, quant à elle, devint une voix influente dans la défense des droits des femmes et des familles vulnérables. L'ONG qu'elle aidait grandit exponentiellement, offrant abri, éducation et soutien psychologique à des centaines de personnes. Son empathie et son histoire personnelle étaient un phare d'espoir pour de nombreuses femmes qui se trouvaient dans des situations similaires à celles qu'elle avait affrontées dans le passé. Elle trouvait un but profond dans chaque sourire qu'elle aidait à restaurer, dans chaque vie qu'elle voyait fleurir. Madame Joséphine, avec le passage des années, prit sa retraite, mais ne s'éloigna jamais de la famille. Elle continuait d'être une présence constante, un pilier de sagesse et d'affection, profitant de la compagnie de ses petits-enfants et du bonheur qu'elle avait aidé à construire. Par une fin d'après-midi, bien des années plus tard, Étienne et Sophie étaient assis sur la terrasse de la maison, observant le coucher de soleil. Les cheveux d'Étienne avaient de plus de fils gris et Sophie affichait les marques d'une vie pleine et bien vécue. Thomas, maintenant un homme fait, avec sa propre famille, leur rendait visite chaque fois qu'il le pouvait, apportant la joie de ses petits-enfants à la maison. Étienne prit la main de Sophie, leurs doigts entrelacés dans un geste familier de confort et d'amour. « Parfois, je m'arrête pour penser à tout ce que nous avons traversé, » dit-il, la voix douce. « Ça semble toute une vie et en même temps, c'était hier. » Sophie sourit, appuyant sa tête sur son épaule. « Ça a été tout un voyage, Étienne. Plein de défis, mais aussi de bénédictions inattendues. » Il acquiesça, ses yeux fixés sur l'horizon. « Ce détour que la vie m'a fait prendre. En fin de compte, c'était le meilleur écart possible. Il m'a amené à toi, m'a amené Thomas, m'a amené tout ce qui compte vraiment. » Le silence qui suivit n'était pas vide, mais rempli de la plénitude d'une vie construite avec amour, vérité et résilience. L'histoire d'Étienne et Sophie, qui avait commencé avec l'obscurité de l'injustice et l'incertitude de l'inconnu, s'était transformée en un héritage d'espoir. Ils étaient la preuve vivante que, même quand la vie nous lance une balle hors du terrain, il est possible de trouver un nouveau jeu, un nouveau but, et de construire un bonheur qui transcende toute adversité. Et ainsi, sous le manteau étoilé, ils continuaient à écrire les chapitres de leur histoire, un témoignage éternel du pouvoir inébranlable de l'amour.